Chers auditeurs de Toxin, c'est déjà l'heure de ce deuxième entretien de la semaine, ces entretiens de pré-rentrée, vous savez que je mène depuis hier, et qui visent voilà, à vous faire une sorte de rattrapage de l'actualité que vous avez pu louper pendant l'été, puisque nous avons pris des vacances, vous en avez peut-être pris aussi, vous n'avez pas forcément voulu vous intéresser à tout ce qui s'est passé pendant l'été, vous avez voulu couper les réseaux sociaux et vous avez bien raison, et j'organise donc cette petite semaine pour brosser ces grands thèmes de l'actualité et faire des sortes de sessions de rattrapage. Hier, on a commencé avec la géopolitique avec Régis Le Sommier, on a parlé de la Russie, on a parlé aussi de Gaza. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur le plan géopolitique cet été, c'est à retrouver sur notre chaîne avec Régis Le Sommier. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait retourner dans notre bonne vieille France et voir ce qui s'était passé sur le plan politique. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir avec moi, je suis encore une fois particulièrement bien entouré, je suis ravi d'accueillir Guilain Benessa. Bonjour Guilain. Bonjour Valentin, bonjour. Et merci d'être avec nous, de prendre sur votre mois d'août pour voilà, de commencer déjà à analyser cette actualité politique qui a été quand même assez, on va pas dire assez riche, mais en tout cas qui a été assez intéressante à suivre la semaine, donc pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je rappelle pour les trois auditeurs qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes docteur en droit, que vous êtes enseignant à l'université de Strasbourg, avocat, et que vous êtes auteur de deux derniers livres, de Le référendum impossible aux éditions L'Artilleur et On marche sur la tête, la France lui les mensonges, coécrit avec Guillaume Bigot, également aux éditions L'Artilleur, et que vous êtes donc tout désigné pour les thèmes dont on va parler aujourd'hui. Alors on va parler de François Bayrou, de ce fameux plan d'économie, notamment de cette mesure hautement symbolique qui sont la suppression de 2 jours fériés. On parlera également de l'été assez discret d'Emmanuel Macron, des pions qui se mettent en place pour 2027 puisque ça a commencé à bouger de ce côté-là aussi. Et puis enfin un gros sujet sur lequel je voulais vous entendre, à savoir les multiples censures du Conseil constitutionnel, parce que là on est en plein dans vos sujets. Donc sur la loi du plomb et sur une loi aussi sur l'allongement de la durée de rétention en centre de rétention administrative, pardon pour ces noms barbares, des étrangers. Donc là aussi on aura énormément de choses à raconter, mais d'abord commençons par cette actualité qui a l'air de concentrer les analystes d'aujourd'hui, à savoir ce plan François Bayrou, cette proposition de supprimer 2 jours fériés qui sont donc le 8 mai et le lundi de Pâques, qui viserait à faire économiser environ 4 milliards d'euros, et que François Bayrou a fait passer un petit peu en douce pendant que les gens étaient au barbecue et au saucisson vin rouge. Alors, qu'est-ce que ça dit finalement de François Bayrou en tout cas, et puis en tout cas les réactions laissent penser qu'il y aurait une censure en septembre. Donc surtout, est-ce qu'il fait ça comme une sorte de barreau d'honneur? Est-ce qu'il pense pouvoir passer le mois de septembre? Et en tout cas, s'il ne passe pas le mois de septembre, on va aller encore, je vous pose plusieurs questions, vous allez pouvoir répondre à tout ça. À quoi s'attendre? Est-ce qu'on va retourner au blocage qu'on a connu l'année dernière, notamment à la rentrée et puis au mois de décembre? Je vous laisse développer tout ça dans l'ordre que vous voulez. Écoutez, alors Bayrou, vous savez, je dis ça depuis le mois de janvier, enfin décembre, janvier. Bayrou, il a gagné du temps. Donc il a gratté mois après mois, il l'a gratté en laissant la France dormir, et il a gratté sur des sujets sur lesquels on l'attendait très peu, ou on l'attendait beaucoup, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, sur lesquels il n'a jamais rien dit. Et en fait, le problème, c'est que François Bayrou savait très bien lui-même, il est roué, hein, vous savez, ça me frappe parce qu'actuellement, on a l'impression de le présenter comme on le voit, on le perçoit comme une sorte de Premier ministre fantoche qui ne sert pas à grand-chose, qui a surtout, ou si ce n'est à vider les caves et les cuisines de Matignon, qui sont devenues, qui font l'objet, vous savez, de mèmes et de photos un peu gênantes sur l'embonpoint de François Bayrou. Bref, il a l'air un petit peu d'un type sympa et d'un type agréable en fin de vie, on va dire quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, François Bayrou. C'est quand même un homme roué. Ça fait 40 ans qu'il est là. Ça fait 40 ans qu'il a toujours été une sorte de passe-muraille tranquille et en même temps toujours là. Il n'a jamais disparu, hein. Vous savez, juste une petite incise, si on voit le nombre de centristes qui sont apparus en 40 ans et qui ont disparu des radars, sauf un, on va dire le centriste symbolique, le patron du modem, le créateur du modem, etc., François Bayrou, ça en dit long quand même sur la persistance, la prégnance, l'influence de Bayrou, quand bien même est-elle politiquement et visuellement pas très frappante. Bref, il a gratté du temps, il a gratté beaucoup de temps, mine de rien, il a fait ce que Barnier n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire
à ménager la chèvre et le chou, à jouer la carte du dialogue tranquille, à jouer la carte de l'ennui. D'ailleurs, je ne sais pas qui a terminé depuis 6 mois un discours intégral des François Bayrou. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je pense même que dans l'Assemblée, on laisse tomber au bout de 10 minutes. On attend la buvette, vous voyez, en espérant que ça se termine le plus rapidement possible. Mais en tout cas, Bayrou a tenu. Alors là, l'épreuve du feu a commencé, qui est le budget. Et sur le budget, j'ai envie de déjà, je vais être très clair. euh, euh, je ne pense pas que François Bayrou puisse faire autre chose que ce qu'il fait, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'il a gratté du temps sur des sujets annexes ou sur des sujets sur lesquels il peut jouer. Vous savez, il peut marteler des petites phrases en sachant que ça ne changera pas grand-chose, mais le budget aura ou non la peau de son gouvernement, parce que le budget, vous savez, on tape dans le gras, on va sur les finances, on va sur les mesures, les vraies mesures à prendre, on va sur le train de vie des Français, sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère, comme disait à l'époque Ségolène Royal, on va sur le budget à venir, on va sur le temps, on va dire moyen, le moyen terme, voire le long terme. Là-dessus, il n'y a pas de lézard, il faut un moment faire quelque chose. Et Bayrou ne fait rien. Donc ce qu'il fait pour ne rien faire, c'est qu'il sort de son chapeau 2 jours fériés qui hérissent certains, qui font dire à d'autres, il faut bien travailler plus parce que c'est comme ça qu'on va rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Tout ça pour, je le rappelle, vous le disiez à l'instant, j'ai lu un entretien hier, je crois, avec Bayrou, qui dit que c'est pour faire 4,3 milliards d'économies exactement. 4,3 milliards, sachant qu'on sait très bien qu'il y a 1000 autres manières de faire des économies, ce qui veut dire qu'il a trouvé une sorte de sujet faussement brûlant qui ne rapporte pas grand-chose, qui risque peut-être de le faire sauter et qui en même temps hystérise le débat à peu de frais, je veux dire, et à peu de milliards potentiellement rapportés. Donc, François Bayrou a gratté du temps, il essaye d'en gratter encore cet été, on attend de voir la rentrée, mais moi je pense qu'effectivement la censure risque d'être là, et de toute façon, je, je crois profondément que Bayrou, il pouvait gagner du temps tant que les sujets étaient faibles, tant que les sujets étaient peu importants, tant que finalement la France s'endormait un peu avec lui. Il ne pourra pas tenir, ou très difficilement, au moment où des grands arbitrages. Ça n'a jamais été un homme de l'arbitrage, ça a été un supplétif. Et ce que je répète souvent, il faut bien le comprendre. Vous savez, je ne veux pas défendre des partis, des grands partis contre des petits. La question n'est pas là. Mais François Bayrou n'a jamais été au centre de l'échiquier. Il a toujours été un faiseur de roi, il a toujours été un supplétif, un accessoire. Le MoDem, comme l'UDF d'ailleurs pendant longtemps, était un parti, un deuxième parti derrière l'URPR ou l'UMP, ou les Républicains aujourd'hui, etc. Et en fait, aujourd'hui, LR ne pèse plus rien ou pas grand-chose. Le MoDem, honnêtement, est une force d'appoint complète. François Bayrou rêvait d'être Premier ministre en 2017 en soutenant Macron, parce qu'il pensait qu'en étant le premier allié à la Macronie, la voie royale vers Matignon l'attendait. Il ne l'a pas eu. Et finalement, au moment où il est encore plus faible qu'il ne l'était au départ, il a fini Premier ministre. C'est-à-dire qu'il était l'accessoire de la Macronie en 2016. Il est une sorte d'accessoire d'une Macronie faible en 2025. Dans ces conditions, à quoi réellement peut-il servir si ce n'est gratter du temps? Et au fond, vous savez, il a gratté du temps, on en parle cet été. Vous savez, au fond, comme bilan pour Bayrou, c'est pas mal. Il aura réussi à gratter du temps. Fallait-il s'attendre à autre chose d'un homme en fin de carrière qui à mon avis, n'a aucune velléité, en avait peut-être 5 minutes, mais ne pourra jamais remporter une présidentielle? Je crois que finalement, son bilan se résumera à 9-10 mois pour rien, mais c'était finalement le bilan, l'objectif, je pense, de Bayrou à Matignon. Oui, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on a l'impression, là où peut-être avec Michel Barnier, même peut-être de manière illusoire, mais certains au moins ont émis des hypothèses ou des attentes sur est-ce qu'il pourrait agir, est-ce que ce serait pas l'homme qu'on a mis là par hasard et qui finalement pourrait sauver, enfin prendre au moins des décisions, ce que vous dites, faire quelque chose. Là où François Bayrou, vraiment, depuis qu'il est nommé à Matignon, on a l'impression que personne ne s'attend à ce qu'il ne fasse rien. Il n'a suscité aucune attente dès sa nomination, et on a quand même le sentiment qu'il était là pour ajouter sa liste, son nom à la liste avant que ça se termine, quoi. Mais ça pose la Mais question quand même de l'après Bayrou, puisque visiblement il ne survivra pas à ces grands arbitrages.
Ça ne change absolument rien à la constitution de l'Assemblée nationale qui reste éparpillée entre ces trois blocs, entre le Front populaire qui a éclaté mais qui réclame toujours la victoire aux législatives et donc la capacité à nommer un Premier ministre alors qu'il l'Union a éclaté, le RN qui est isolé, trop faible pour proposer quoi que ce soit, enfin pour en tout cas arriver à imposer ses vues, et le bloc central qui se réduit comme peau de chagrin, mais qui continue à mener, on va dire, la danse de cette Assemblée nationale. Alors, comment est-ce que Emmanuel Macron peut jouer dans ces arbitrages-là, et comment est-ce qu'il peut survivre à l'année et demie qu'il attend? Parce qu'on le voit très mal démissionner, on voit encore moins l'Assemblée le destituer. Donc ça, voilà, je sais pas si vous voyez une issue de sortie à tout ça, mais ça paraît quand même un petit peu, on va dire que l'immobilisme a ses vertus, mais que là, on voit pas comment ça peut tenir encore longtemps. Vous savez, le problème de tout cela, de la panade de l'été et du blocage généralisé, hein, c'est un blocage à tous les niveaux. On parlera d'ailleurs du Conseil constitutionnel, qui est un autre blocage qui s'ajoute au blocage. Donc en fait, on a une succession de verrous en fait qui nous tiennent, j'allais dire qui nous tiennent depuis Emmanuel Macron jusqu'à l'Europe, hein. C'est un grand fil où tout est absolument bloqué, tout est totalement verrouillé et tout le monde se casse les dents. Alors, il faut pas, je sais que je l'ai déjà dit, mais il faut pas mésestimer. Et je trouve que je vois les commentaires à droite à gauche, je regarde un peu ce qui s'écrit. Je dis pas que je suis les seuls à le dire, mais tout de même, il faut bien comprendre que le responsable numéro un des blocages s'appelle Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, on en parlait il y a un an, il a dissous, il en a fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a honnêtement, la dissolution d'Emmanuel Macron restera, il faut le dire, tristement, son, ce sera l'image qu'il laissera à son départ. J'en suis persuadé. C'est-à-dire, moi j'enseignerai et je commenterai dans 10 ans, j'en suis persuadé, la dissolution, où nous nous demanderons en droit constitutionnel que signifiait bien ce jour-là cette volonté de dissoudre, quels étaient les motifs, pourquoi l'a-t-il fait, quelles ont été les conséquences. Vous voyez, l'analyse méta-juridico-politique de cette dissolution restera. C'est la seule chose, à mon avis, que laissera Emmanuel Macron. Et je dis ça parce que à jouer comme un gamin avec un hochet, qu'il a cassé en cours de route. Il a pris son maillet, il a renvoyé les électeurs, ou plutôt les députés à la maison, il a dissous et il a provoqué un blocage au moment où il promettait, je rappelle toujours cette expression, mais une grande clarification, hein, c'était son exacte expression prononcée en juin avant les législatives. Il a congédié les députés, il a appelé les Français aux urnes, et on a obtenu une chambre bloquée dont il a refusé de tirer la moindre conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, il a après joué le jeu des petites alliances, des compromis, des engueulades, des petits chefs de LFI qui réclament le pouvoir alors qu'elle n'a pas la majorité, du RN qui ne l'a pas davantage, mais qui évidemment a du mal à censurer en s'alliant avec la gauche, qui elle-même est rétive à toute forme de discussion avec quelqu'un d'autre. Bref, il a fichu intégralement les institutions françaises dans la panade. Et en fait, ce qu'il a fait, et je pense que là, vous savez, je crois que profondément d'ailleurs, de plus en plus, je suis un apôtre du temps long et là-dessus, je suis pas le seul, hein, Dieu soit loué, mais je pense qu'on a, évidemment, malheureusement, nous avons les hommes des temps qui sont là, je veux dire, on fait avec ce qu'on a et parfois, malheureusement, à temps désespéré, hommes désespérants, si je puis dire, et dans cette configuration, nous avons des hommes de fin de règne. Et Emmanuel Macron est le visage rajeuni de l'apocalypse, en tout cas du crépuscule. Donc il a amené les institutions dans ce que nous avons de pire. Et je résume la chose. Depuis 50 ans, nous avons tordu les institutions pour les faire, pour prendre la belle ouvrage du général de Gaulle et en faire une sorte de globi-boulga pro-européen, pro-gouvernement des juges, pro-dislocation du peuple, pro-anti-référendum. Vous voyez, une espèce de lente dégradation. Et comme par hasard, Emmanuel Macron est l'étape finale et rajeunie. Il sourit, il porte beau, il fait du jet ski pendant l'été, enfin bref, toutes ces images qu'on connaît. Et en même temps, il amène la Ve République dans le tas de fumier d'un parlementarisme de fin de race, d'une sorte de blocage généralisé, etc. Je dis ça parce que du coup, Bayrou et tous les autres, aussi médiocre que soit la classe politique et certains, aussi délicat que soit de porter un jugement définitif sur chacun d'entre eux, malheureusement, ils se débattent dans un aquarium qui est aujourd'hui tenu par Emmanuel Macron. Lui seul peut savoir s'il va dissoudre, s'il doit
s'il risque ou non de partir, j'ai des doutes. Si la destitution ou non sera portée par LFI, parce qu'il faut nécessairement que s'il y a destitution, il faut un accord à l'Assemblée nationale qui soit assez massif. Donc il faut trouver un terrain d'entente. Donc Emmanuel Macron sait tout ça. Il a les clés il est le maître du jeu dans les mois à venir, et il est en même temps celui qui est le grand absent du moment, puisqu'on ne l'a pas entendu de l'été, si ce n'est pour parler de la Palestine, mais pour le reste, en politique intérieure, il a disparu. Donc concrètement, les blocages, comment les déverrouiller? Il peut faire ce qu'il sait, Emmanuel Macron peut faire ce qu'il sait faire de mieux depuis 8 ans, c'est-à-dire détruire la France. Il a 2 ans pour le faire. Nous sommes en août. L'élection a lieu en 2027. Il peut continuer pendant 1 an et 8 mois, 9 mois, détruire la France, c'est-à-dire à se cacher derrière des institutions qu'il détruit chaque jour un peu plus. C'est-à-dire qu'il peut accentuer le blocage, en tout cas laisser le poison, le venin s'installer définitivement. Il peut, dans l'intermédiaire en plus, laisser le FMI ou les institutions européennes nous brocarder un peu plus avec une dette galopante. Il peut en plus, sur cette dette, fonctionner sur un gain de temps encore, c'est-à-dire il remplacera Bayrou par comment dire, un autre sbire plus ou moins macronocentriste, qui lui-même gagnera encore un peu de temps ou ne fera rien pendant un bout de temps, et il pourra en même temps dire c'est la faute de l'Assemblée qui n'est pas capable de travailler ensemble, de soutenir un gouvernement. Bref, il peut se présenter comme une victime. Ça marche pas vraiment, mais il peut tenter le coup. Oui, Alors et le problème de puis tout ça, j'ai c'est que envie de dire quand même que les institutions derrière lesquelles il se cache sont elles-mêmes mourantes, c'est-à-dire que l'Europe, donc cacher un cadavre derrière d'autres cadavres, c'est pas ce qu'il y a de plus. Alors on n'attend pas de lui qu'il sauve une situation, mais en tout cas même dans sa stratégie, il n'y a plus grand-chose ni à détruire ni à cacher malheureusement. ah mais vous avez raison. Vous savez, quand je disais, je crois à tant désespéré, homme désespérant, je pense que Emmanuel Macron, je disais, il est le visage de l'époque, mais il n'est pas le seul. Donc le blocage qu'il a institué, je pense que l'hubris dont il a fait preuve en prononçant la dissolution, cette hubris-là, il lui est imputable. Il s'est cru. Je pense qu'il n'a absolument pas mesuré ce qu'il faisait, très honnêtement. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des papiers dans le Monde, même dans le Monde, hein. Vous savez, quand le Monde a commencé à lâcher un peu Emmanuel Macron. Il y a eu des papiers assez clairs sur le petit cénacle qui lui a conseillé la dissolution. Des gens qui s'imaginaient qu'il il se ferait une sorte de réputation à la De Gaulle. Vous voyez, je trouve ça délirant, hein. Moi, personnellement, je reste éberlué par comment dire, les raccourcis presque insultants qu'on osait mettre entre l'homme de 40 et Emmanuel Macron. Mais j'ai entendu cela à l'époque, j'ai lu cela à l'époque. Mais il s'est imaginé de faire un coup, en tout cas un coup politique. Le problème, c'est que ce coup politique, il s'inscrit dans un moment où il n'a plus grand monde pour faire le paravent. Mais regardez, je fais le bilan, je veux dire, j'ai vu sur votre chaîne, Valentin, et ça fait quelques temps, quelques mois, qu'on en parle, que je reviens pour en parler avec vous et Clémence, etc. J'ai fait l'objet, je m'en fiche complètement, mais deux, trois remarques en disant je défends Emmanuel Macron en disant que c'est un stratège, etc. C'est jamais ce que j'ai dit. Je dis simplement que sur le fond, Emmanuel Macron n'est pas très attaqué par cette caste-là qui en même temps profite de sa faiblesse pour tenter de se faire une réputation sur la bête. Donc c'est un jeu où en fait, un jeu, alors pour la France, j'allais dire à somme nulle, hein, je veux dire, nous sommes tous là à regarder un spectacle qui nous appelle vers le pire, hein. Honnêtement, je crois que nous sommes au temps des décombres venant, je sais pas pour, pour demain, mais ça arrive. Mais en même temps, les petites médiocrités s'entrepénètrent et tout le monde est quelque part content de pouvoir se cacher les uns derrière les autres. Il n'y a pas de tête qui émerge. Et Emmanuel Macron le sait, c'est pour ça que regardez, il suffit qu'il fasse une émission à la télé, la dernière en date vous vous rappelez, pendant 3 heures, il commentait l'actualité politique, son propre bilan, etc. Très honnêtement, à part le Robert Ménard, hein, qui n'était pas non plus d'un offensif patenté, il a passé à l'époque, je le disais, une excellente soirée. Il a pu dérouler un bilan, passer le coup de minuit, rentrer chez lui, et vous vous rappelez, je tiens à dire que cet été, le plan, je ne sais pas s'il va se réaliser, mais je suis sûr que ce plan est toujours dans sa tête. Au sortir de ces 3 heures de télé, il y a 2 mois, je crois environ, on l'a annoncé, on lui a posé la question de savoir s'il reviendrait en 2032. Et vous vous rappelez, il disait, je n'ai guère exclu l'hypothèse. Il disait même, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il imagine partir en 2027 et revenir par la fenêtre en 2032. Très honnêtement, si le blocage continue, alors il ne peut pas continuer aussi longtemps, mais si cette espèce de poison lent, de venin français, de venin instillé en France par ces politiques-là, par une classe politique globalement, par la classe politique depuis longtemps, continue de s'instiller, de se répandre,
il n'est pas impossible que nous jouions les prolongations de cette espèce de mort lente, y compris au départ d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais regardez, en parallèle, Marine Le Pen, on en pense qu'on veut, hein, mais Marine Le Pen est pour l'instant radiée de la perspective de la présentation, de se présenter en 2027. Elle est remplacée, paraît-il, semble-t-il, par Jordan Bardella dans les starting blocks, qui lui-même est trentenaire. Je veux dire, et manifestement n'est pas, honnêtement, qu'on le veuille ou non, c'est pas l'homme de juin 40. Je veux dire, faut pas déconner non plus. Je veux dire, on peut croire ce qu'on veut de la jeunesse qui prend le pouvoir, mais si on sort les sortants pour installer des nouveaux entrants qui n'ont jamais été réellement dans le Cénacle longtemps, qui n'ont jamais travaillé dans le privé. Je ne dis pas que la seule chose qu'il faut faire dans la vie, c'est bosser dans le privé, mais il y a une expérience, une épaisseur qu'on, si vous voulez, qu'on obtient lorsqu'on se coltine la vraie France de tous les jours. Si ça, c'est la relève, après Emmanuel Macron, je pense qu'Emmanuel Macron a encore de beaux jours devant lui, malgré la France mourante. Alors, quant à l'hypothèse, je termine juste là-dessus, l'hypothèse de la démission d'Emmanuel Macron, à ce stade, je suis d'accord, elle paraît très éloignée, elle est même dans les limbes, elle est très loin, on me regarde toujours avec folie quand j'en parle, mais à la fois, vous savez, 2 ans, c'est très court et très long. C'est-à-dire que la politique va à la vitesse de l'éclair. Je mettrai quand même une pièce, je resterai réservé quant à l'hypothèse qu'il n'y ait pas une sorte de coup de Trafalgar façon dissolution dans les mois qui viennent. Parce que si demain il y a censure, restons mesurés, admettons qu'il y ait censure, il faut trouver un Premier ministre, il faut qu'il tienne plus longtemps que les autres, que François Bayrou. J'ai du mal à croire qu'on aura un plus roué que François Bayrou dans le style, c'est le prélat, toute catégorie de l'immobilisme. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse trouver un homme de cette qualité, de cette entropie-là, vous voyez, hormis François Bayrou. Si ça va plus vite, que ça s'accélère, que la catastrophe se poursuit, je pense que même ceux qui n'ont pas intérêt à ce que tout casse, à ce que tout explose, seront obligés de se dire que s'ils veulent l'assentiment des Français et s'ils veulent jouer leur carte de main et s'ils sentent qu'on est au bout de l'impasse, à mon avis, ça peut être très vite une sorte de renversement vers un appel à la démission, en tout cas vers une nouvelle dissolution, même sans attendre cette fois-ci qu'on ait, vous voyez, la carte d'une nouvelle dissolution dans l'année à attendre, etc. Je ne sais pas si le jeu constitutionnel, qui aujourd'hui comporte plein de blocages, pourra survivre si dans 4, 5, 6 mois, il y a un blocage qui est tel qu'on est à 2 doigts d'une gilet jaunisation de la France. J'ai vraiment des doutes, je reste mesuré, je reste prévoyant, je ne pense pas qu'il y ait demain une révolution sociale, hein, mais sait-on jamais, en un an, tout est possible. Euh, là, ce qu'on va revivre en fait, ce qu'on s'apprête à revivre à partir de septembre, c'est tout simplement l'année dernière en pire, c'est-à-dire que le besoin de faire des économies est encore plus prégnant, de faire des économies encore plus grandes, donc c'est un budget encore plus important que l'année dernière, alors qu'on nous disait déjà que l'année dernière c'était le dernier budget, l'ultime machin, avec plus les cartes Michel Barnier, François Bayrou, parce que maintenant LR, qui était la béquille du macronisme officiel avec le petit logo, maintenant commence à penser à 2027 avec Bruno Retailleau. On pourra d'ailleurs parler de ces cartes qui avancent. Mais en tout cas, avec des partis politiques de fausse opposition qui seront amenés par la force des choses à de moins en moins jouer la fausse opposition. Et donc, même si en ce moment, avec le calme du mois d'août, on a l'impression que tout baigne, et ben en fait, les taux se resserrent quand même. Et c'est là qu'on se demande, effectivement, malgré la médiocrité de l'opposition, ce qui peut sortir de tout ça finalement. Et Emmanuel Macron, qui est un homme dont on sait qu'il adore non seulement jouer la comédie, mais singer les grands de l'histoire. On l'avait vu sur le bicentenaire de la mort de Napoléon, on l'a vu justement à se prendre pour le général de Gaulle en dissolvant l'Assemblée, peut aussi être pris d'un accès où il se dit je me prends pour de Gaulle en démissionnant. Donc il y a quand même, malgré le calme apparent de l'été, quelque chose de plus en plus inextricable pour Emmanuel Macron. Et c'est là que j'aimerais quand même aussi évoquer l'attitude de ses potentiels successeurs, sait-on jamais, notamment de Gabriel Attal, de Bruno Retailleau qui commence à gesticuler de plus en plus fort. Donc ça pose aussi la question de qui pour lui succéder, sinon en 2027, peut-être avant.
Et est-ce que vous voyez au moins, je ne sais pas, même pas un homme, mais peut-être une idée, quelque chose qui puisse, parce que on va pas se mentir, je me fais pas d'illusions en disant que vous n'avez pas grand-chose, vous n'espérez pas grand-chose ni de Gabriel Attal, ni de Bruno Retailleau, ni de je ne sais qui d'autre. Mais est-ce que vous avez le soupçon d'un espoir qu'une idée fasse son chemin, que peut-être à la manière de certaines d'autres élections, voilà, quelque chose, un mouvement politique prenne la France et puisse un peu inverser le cours de l'histoire, ou est-ce que vous nous voyez au contraire plutôt sombrer façon François Bayrou dans quelque chose de lent, de coulant et de visqueux? Écoutez, alors, parlons des hommes, puis des formations, quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire ça dans Faisons les l'ordre. choses dans l'ordre. Faisons les choses dans l'ordre, exactement. Alors, premièrement, Bruno Retailleau. Passons, je vais sur Attal après. Il y a quand même plus d'épaisseur d'un côté par rapport à l'autre. Hein. Faut quand même pas déconner. À un moment, les cartes sont pas les mêmes malgré les défauts. Bruno Retailleau, Sur le plan purement physique, il n'y a pas une grosse épaisseur, voilà, ni d'un côté ni de l'autre. non, 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 je dis qu'il y a Retailleau, il y a une épaisseur d'un parcours politique, qu'on le veuille ou non. Gabriel Attal, je n'imagine, enfin, je n'imagine rien. Je ne comprends même pas je ne saisis vraiment plus. J'admets, hein, je suis pas, je suis, en fait, je suis pas beaucoup plus vieux que Gabriel Attal. Enfin, je ne crois pas. On doit avoir quelques années d'écart, mais enfin, tout de même, je dis ça parce que Retailleau, qu'on le veuille ou non, je m'interroge. Retailleau, vraiment, je m'interroge de façon très politique. Là, vraiment, je fais la politique de boutiquier 2 secondes. Hein. Je m'excuse, mais Vous serez pardonné. j'apprécie avant tout, je vous cache pas, lire mon Jean Foyer, mon Michel Debré ou mon Général de Gaulle, hein, naturellement, mais faisons 2 secondes la stratégie politique. Je ne comprends pas une seule seconde ce qu'a pu faire Retailleau cet été en s'amusant une énième fois à sortir du bois en annonçant dans un entretien, j'avoue que je n'ai pas lu hein, en entier, hein, j'ai lu quelques extraits dans Valeurs Actuelles, que la Macronie, enfin que la Macronie ne survivrait pas à la fin de Macron, donc manifestement, il a eu des mots assez durs, somme toute logique, mais des mots sur la Macronie dont il fait partie hein, implicitement, puisqu'il est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui, aux dernières nouvelles, est le gouvernement François Bayrou, avec des Macroniens partout et avec Emmanuel Macron, président de la République. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas ce que fait Bruno Retailleau à s'amuser toutes les 5 minutes sur l'Algérie, sur Macron, sur la politique intérieure, sur la dureté ou la question migratoire et la dureté qu'il affiche toutes les 5 minutes. Je ne comprends pas ce qu'il fait à ouvrir sa gueule sans en tirer la moindre conséquence. Je crois que ces chevènements, vous savez qu'il disait à l'époque, il me semble que ces chevènements, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Alors, on peut remuer dans les brancards 3 secondes pour faire les médias en disant j'ai voulu, j'y arrive pas, vous voyez, j'existe, Bruno Retailleau. Mais au bout d'un moment, très honnêtement, je pense que les Français eux-mêmes regardent tout cela en disant non mais attendez, les discours musclés de comptoir, en annonçant des mesures plus drastiques les unes que les autres, en étant soit, je veux dire, repris par son Premier ministre. Il faut le faire. Hein. Parce que quand Bayrou recadre, ça reste léger. Hein. Je veux dire, ça fait on dirait un formateur niveau collège, hein, faut pas déconner non plus, voire niveau primaire. Quand Emmanuel Macron le recadre aussi, il y a quelques mois, quand désormais le Conseil constitutionnel lui explique que la loi un petit peu emblématique qu'il voulait porter, c'est dehors, et qu'il va, dans Valeurs Actuelles, nous expliquer que Macron mourra, ça n'a aucun intérêt, c'est une bulle sans conséquence, à un moment, il faut partir. À un moment, il faut partir. Moins il part, moins il est légitime, moins il est rationnel de le voir apparaître. Je ne comprends pas ce que fait Bruno Retailleau. Si à la limite, sa stratégie, c'est d'être un Sarkozy en retard 20 ans plus tard, parce que je pense que ce qu'il fait, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, admettons, pourquoi pas, c'est son optique, c'est son cahier de vacances, à mon avis, ça lui coûtera. Même si, à mon avis, même en réussissant cet été, je ne crois pas qu'il deviendra président de la République. Mais bon, admettons. Alors, Gabriel Attal, là, pour moi, c'est l'énigme. C'est l'énigme. Je m'interroge, Valentin, très honnêtement, j'essaye de comprendre, j'essaye de décoder avec un minimum de hauteur, sincèrement. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe si certains s'imaginent par-delà les bots de Twitter, vous voyez, par-delà des comptes bidons, je veux dire, qui soutiennent de façon artificielle des camps. Je ne comprends pas qui peut attendre quoi que ce soit de Gabriel Attal. Il a été un Premier ministre furtif, on a tous oublié qu'il l'était. Vous savez, c'était le plus bref Premier ministre, je crois, ou le deuxième plus bref de l'histoire avant Barnier, hein, pour d'autres raisons. Il a un bilan à l'éducation nationale qui est
inexistant, parce qu'il a fait cette directive, cette circulaire sur l'abaya, me semble-t-il. Il voulait être un petit peu, un peu sécuritaire, enfin, montrer, bander les muscles, parler de laïcité, etc. Qu'est-ce qu'il en est resté? Ah, rien du tout. Il a un parcours à l'école alsacienne qui a fait jaser, mais enfin, en gros, il n'est jamais sorti d'un précaré parisien de quelques centaines de mètres carrés, hein. Je pense que, très honnêtement, nous parlions, vous et moi, de la France profonde hors antenne avant de démarrer. Je pense que, très honnêtement, ça lui paraît invraisemblable qu'il existe même un agriculteur encore en France. Je pense que c'est un. Il a vu ça dans les livres d'histoire ou dans des fiches cuisine conçues par des énarques encore plus jeunes que lui. J'ai des doutes, donc je ne comprends pas qui peut s'attendre à grand-chose d'Attal, si ce n'est d'être un sous-Macron. Un sous-Macron. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire aux quelques macroniens qui m'écouteraient là aujourd'hui avec vous, j'ai quelques Ils sont doutes. nombreux, hein. Ils sont très nombreux. J'ai envie de leur dire, dans ce cas-là, restez encore chez votre maître, hein, et Manu, parce que je pense que Manu et Gabi, je veux dire, je pense que Manu vaudra toujours mieux que Gabi. C'est comme ça. Je veux dire, vous savez, c'est le code source vaut mieux que la réplique, quoi. C'est comme ça. Alors ensuite, vous me dites, est-ce que j'attends grand-chose? Dépassons un peu ces hommes et réfléchissons ensemble. Vous savez, l'été est une source pour moi d'intérêt. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment arrêté de bosser durant l'été, mais j'ai beaucoup lu. Alors, est-ce que c'est travailler? Je ne sais pas. Vous savez, plus le temps passe, je sais pas comment dire. Vous, les entretiens que nous avons chez vous sur Toxin m'ont beaucoup éclairé depuis maintenant quelques années que nous connaissons, parce que c'est du temps long. C'est du temps long, et vous m'amenez sur des questions sur lesquelles qui sont pas forcément les miennes. J'ai pas l'habitude de parler politique politicienne. Vous savez, comme disait De Gaulle, ça ne me passionne pas. Ça m'arrive de lire une biographie ou l'autre, mais mon objectif dans la vie n'est pas de truster les bouquins qui parlent de Retailleau ou de la face cachée d'Emmanuel Macron ou de la face cachée de Brigitte. Vous voyez, c'est pas, mais j'ai pas inintéressant. Ça permet de briller en société le samedi soir. Mais enfin bon, vous avez compris que j'aime ni la société le samedi soir, ni vraiment briller. Donc, c'est un peu râpé. Donc, j'essaye l'été surtout de prendre un peu le temps. Et nous vivons euh, un moment qui me fait moins penser aux années 30 qu'on sort surtout beaucoup actuellement, mais une période qui me fait penser à la quatrième République. Plus je lis, plus ça me paraît crever les yeux. Je m'explique. 1952. Jean Monnet et tous ses sbires, c'est pas Jean Monnet en direct là-dessus, mais enfin bon, je passe parce qu'ils valent pas mieux que les autres, tous autant qu'ils sont en train de monter, vous savez, le projet de communauté européenne de défense, la fameuse CED. Nous sommes début des années 50 dans la foulée du traité de Rome. C'est un moment charnière parce qu'en fait, de façon déguisée, l'Europe essaye de se fédéraliser plus vite qu'elle ne le dit. Donc c'est une espèce de jeu à multiples bandes où certains qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des représentants, qui n'ont aucun mandat au nom du peuple français, essayent de mettre en place, sous couvert d'armée européenne, une sorte de machin fédéral épouvantable que certains découvrent dans des cénacles, mais vraiment obscurs, où il n'y a pas un élu. Aujourd'hui, 2025, on nous fait le coup d'une Europe de la défense qui veut dire mutualisation des dettes, qui veut dire fédéralisation des budgets, qui veut dire que l'Europe va s'endetter et que nous allons nous endetter avec l'Europe, ce qui veut dire verrouiller définitivement un machin fédéral qui en réalité était déjà là depuis les années 50. Premier moment, premier parallèle. Et le deuxième parallèle, nous avions comme aujourd'hui une classe politique ultra parlementarisée. Regardez, en 2025, nous vivons, je disais, un macronisme de crépuscule, et nous apercevons qu'en fait, nous avons une classe politique, la plupart des ténors sont parfaitement à l'aise dans une assemblée bordélisée, comme on dit pour parler d'LFI. C'est-à-dire que c'est une assemblée où il y a des petits chefs qui sont là pour faire le spectacle, qui sont là pour sortir les petites phrases, qui n'ont aucune connaissance, aucune volonté de connaître la France, qui sont finalement soit les nouveaux venus, vous savez, qui découvrent l'Assemblée tout heureux, il faut le dire aussi, d'être payés pour faire le show, hein, là, chez LFI, il y en a quelques-uns, ou alors d'autres à droite qui se disent, je n'ai pas la carrure et ni l'envie de penser à la France, par contre, j'ai la carrure et l'embonpoint de penser à la buvette de l'Assemblée. Quelque part, d'une certaine manière, c'est une forme de fin de quatrième République, assez médiocre dans les arrangements, les agencements et les compositions et les compromissions qui ont lieu dans les couloirs de l'Assemblée par certains aspects. Donc quand vous me dites est-ce que quelque chose a s'élevé, évidemment, je ne vois pas de façon lyrique un général de Gaulle s'élever. Il ne faut pas déconner, ce serait trop beau. Maintenant, je disais tout à l'heure, à temps désespéré, homme désespérant. Il y a aussi à temps désespéré, mesure extrême, ou à temps extrême, mesure extrême. Je pense qu'on peut quand même s'imaginer que
que dans les 2 ans, des choses vont bouger parce que le ras-le-bol est tel avec la dette qui gonfle et avec un projet de budget et des budgets qui ne taillent pas dans le gras. Je pense quand même que les Français commencent à se dire, non mais attendez, vous nous demandez de ne pas aller bosser le 8 mai et le lundi de Pâques, soit une date chrétienne par excellence. Je rappelle que Bayrou lui-même disait, ou n'arrêtez pas de dire qu'il est un catholique pratiquant. On en pense ce qu'on veut, mais il s'inscrivait dans ce sillage. Et donc, le férié le 8 mai et le lundi de Pâques et à la fois le 8 mai, c'est-à-dire au moment même, nous vivons une période où nous interdit l'histoire, où les lois mémorielles cornaquent le souvenir, où on nous impose chaque jour un peu plus une cancel culture, une culture de l'annulation, qui est une culture en fait de l'annulation historique. À la fois, c'est un moment, notre période, un temps de pénitence absolue, un temps de culpabilité et un temps d'oubli de l'histoire. Supprimer le 8 mai me paraît comme jour férié, me paraît littéralement désespérant, alors même qu'on garde la fête de l'Europe le 9 mai. Hein. Il y aurait beaucoup à dire sur Bon, l'agencement de ces deux dates. qui est pas Mais férié en tout cas, mais je veux dire, qui oui, n'est pas effectivement. férié. Oui. Mais c'est un temps de célébration européen assez folle quand on sait d'où vient le 9 mai. Hein. C'est-à-dire quand Mm. on reprend la déclaration Schuman, c'est une autre histoire. Je pense que dans ces moments-là, entre pénitence folle, oubli de l'histoire, demande d'efforts comme jamais, culpabilité française, nous rappeler tous les jours que les Français, soi-disant, ne travaillent pas assez, il faut remettre les retraites sur le métier des retraites, l'ouvrage des retraites sur le métier, au moment même où il n'y a pas l'ombre d'une coupe drastique dans l'état fou, dans l'état grossissant, dans l'espèce de cadavre tentaculaire administratif que l'on appelle, qui s'appelle l'État français d'aujourd'hui, je pense quand même qu'il est fort probable qu'il y ait une congruence des violences, congruence des violences, des violences, pardon, des mécontentements et du ras-le-bol, il n'est pas dit qu'en 2 ans, énormément de choses bougent et qu'il y ait quand même quelque chose, quelque part, qu'est-ce que vous savez, un homme qui sorte du bois. Vous voyez, je continue à espérer. Vous voyez, j'ai le souvenir du 12 août avec vous. Là, je sais que nous sommes mi-août et que peut-être je souris parce que c'est l'été et que je travaille tranquillement chez moi davantage qu'en société. Enfin, tout de même, je pense que ça finira bien par. Il y aura un débouché. Ça Bon, ne peut pas continuer comme ça. Il y aura nécessairement un débouché. La nature a horreur du vide. La politique ne laissera pas quelque chose de pourrissant survenir sans qu'il y ait un moment débouché, d'autant plus, je prends les choses larges, qu'en Europe comme en France, la petite boutique des horreurs qui tient tout cela, c'est-à-dire les Ursula, etc., qui n'est nouveau pas censuré ni quoi que ce soit, on sent quand même que la censure généralisée va venir un moment ou un autre. Le problème, c'est que plus ça croupit longtemps, plus c'est visible et plus c'est désespérant. bon, on se souviendra de cette prophétie du 12 août dans encore 10 ans. L'appel du 12 août, L'appel ouais, du 12 août, oui, qui ne résonnera peut-être autant que finalement que l'appel du 18 juin, parce que peu de gens l'avaient entendu. Mais oui, c'est vrai. je voulais revenir avec vous avant de parler du Conseil constitutionnel sur cette symbolique que vous avez abordée là des 2 jours fériés, qui sont le 8 mai. Ça me semble quand même assez important parce que donc le 8 mai, pourquoi pour des raisons bassement pragmatiques, c'est pour tailler dans les fameux mois de mai qui est considéré comme le mois des jours fériés. Et surtout, pourquoi le 8 mai? Pour éviter le 1er mai. Donc déjà, il y a quand même une symbolique assez forte à vouloir préférer enlever ce jour de victoire, enfin de victoire en tout cas de défaite de l'Allemagne et de libération de la France, plutôt que de renoncer à célébrer la fête du travail, qui en plus a été instituée sous Vichy, mais ça c'est une autre histoire, mais en tout cas qui est, on va dire, elle, beaucoup, enfin, dont on pourrait penser qu'elle a un peu moins de place dans l'histoire de France. Mais quand même, il y a cette histoire de démagogique pour pas froisser la gauche. Et en plus, derrière le lundi de Pâques, qui est la fête la plus importante pour les chrétiens, et qui, quoi qu'on pense, quelles que soient nos opinions religieuses, eh ben, ça, le christianisme est quand même le berceau de la France. Retirer le lundi de Pâques, alors qu'on aurait très bien pu retirer d'autres fêtes chrétiennes, même chrétiennes, mais moins importantes, comme l'Assomption, voilà, c'est quand même hautement symbolique que de se dire qu'on peut piétiner ces deux symboliques-là au nom d'économies en plus mineures, donc dont on sait que cette décision ne sera que symbolique et enfin, qui n'entraînera aucun résultat concret, quoi. Donc je trouve que dans cette ambiance de fin de règne, piétiner ces deux symboles-là, je trouvais ça assez parlant et je pense que vous aussi. Alors complètement, premièrement, avant tout, je trouve, et avant d'aller sur le 8 mai spécifique, je pense profondément que les Français
je ne crois absolument pas que les Français soient résignés ou que ce soit juste des Gaulois réfractaires, comme le disait Emmanuel Macron il y a quelques années. Je ne crois pas à cela. Moi, je pense profondément que chaque citoyen qui constate que l'État ne montre pas l'exemple ne peut que vivre avec douleur et difficulté le fait qu'on lui demande plus d'efforts. C'est-à-dire qu'au moment même où le prix de l'énergie gonfle, pour en plus des raisons largement dues vous savez, au marché ubuesque de l'électricité et à notre politique démentielle, nucléaire démentielle depuis des années. Bref, le Français qui constate que donc l'État ne fait aucun effort, que l'État marche sur la tête, que l'État ne fait pas, ne réduit rien, qu'on ajoute à la gabegie financière, qu'on nomme, désolé, c'est encore une petite chose de l'été, mais qu'on nomme Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Donc ça veut dire encore une fois la République des copains qui continue. Et en plus, on nous ment tellement, parce que ça, c'est un élément de l'été. Je veux dire, je me permets juste une petite Allez-y, parenthèse. allez-y. Voilà l'été que nous avons eu, c'est-à-dire Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, qui ment outrageusement sur les conditions même de recrutement de Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire, elle a été nommée, elle n'a pas passé un concours particulier, elle a été choisie nommément, elle n'a pas fait l'objet, je veux dire, elle n'a pas été triée sur le volet. Et Moscovici nous dit tranquillement à la radio, je crois que c'était au micro de France Inter, me semble-t-il, non, non, elle a été recrutée, sélectionnée après un parcours du combattant, en gros, hein, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, nous avons une chance infinie d'accueillir Hmm. la fine flore du haut fonctionnariat français sur les questions financières qui est Najat Vallaud-Belkacem. Hmm. On croit Avec rêver. calcul mental, Voilà, Pictionary, enfin voilà, le parcours du combattant d'aujourd'hui. voilà, voilà, excellent, Valentin, tout à fait, absolument d'accord avec vous. Donc, tout ça était quand même, au moment même où on nous demande des efforts, les jours fériés, etc., c'est peut-être symbolique, là encore, parce que c'est pas Najat qui va nous prendre, qui va nous subtiliser toute ou plutôt nous faire amenuiser toute la dette française si elle n'était pas nommée, hein, faut pas déconner non plus, mais ça fait partie des symboles. Le problème, c'est que derrière les symboles, donc les gens voient, les Français voient, je vois, nous voyons tous que l'État ne fait aucun effort, que la gabegie continue, qu'il n'y a pas de coupe, qu'on est très très loin de passer. Certains réclamaient la tronçonneuse, mais même un vague coup de scalpel dans la masse française, dans le budget français. Comment voulez-vous après qu'ils prennent bien, qu'on leur dise, bon, écoutez, on va couper dans le gras chez vous, c'est-à-dire il faut reparler des retraites, il faut un jour férié en moins, etc. Ça n'a littéralement aucun sens. Faut le dire, c'est du foutage de gueule. Il y a pas moyen de le dire autrement. Là, je suis pas très, comment dire, fleuri, mais à un moment, vous savez, on est tous exaspérés par la façon dont on a la façon qu'ils ont, j'aime pas ce grand il, mais quand même, qu'ils ont de réfléchir à l'envers, quoi. C'est invraisemblable. Donc ensuite, sur les jours fériés. Alors là, évidemment, les bras m'en tombent dans les deux cas. C'est-à-dire, je commence par le 8 mai tout de même. Je disais tout à l'heure pénitence mémorielle, il y a quand même cette impression profonde depuis le début du mandat, notamment d'Emmanuel Macron, que la France vit une culpabilité intense. Nous sommes responsables comment dire, du génocide, non, je ne sais plus quel était de crime contre l'humanité, pardonnez-moi, de la colonisation, qui était l'expression d'Emmanuel Macron. Nous vivons désormais le règne d'une culpabilité mémorielle, d'une repentance totale. Vous vous rappelez, c'était quoi l'expression d'Emmanuel Macron? C'était le trajet de mémoire, ou vous vous rappelez, il avait Je inventé ne pourrais pas vous aider là-dessus. le chemin de mémoire ou le trajet de mémoire qui était l'envie d'Emmanuel Macron de créer avec l'appui ou plutôt les conseils de ce fameux Benjamin Stora, qui était l'idée de construire un chemin de l'histoire de repentance française pour qu'on prenne conscience dans l'histoire de France de toutes les stations où la France avait fauté. Donc en gros, vous le savez, enfin, vous savez ça très bien, tous les auditeurs le savent. Ça veut dire que ou les spectateurs, ça veut dire que nous n'avons plus de belles pages de ce roman français. On devrait commencer par les pages sombres. Et ça veut dire, qu'on le veuille ou non, que si on fait un manuel avec indiqué dessus Emmanuel Macron, Benjamin Stora, vous verrez, il y aura 350 pages de repentance et en annexe 12B, page 472, on aura au fait, il existait aussi des bons moments dans l'histoire de France avec les églises, Bonaparte, le génie français, les Lumières, les droits de l'homme, enfin bref, tout ça sera en page 472, annexe 3B. Donc on le sait, c'est toujours pareil, je veux dire, tout le monde le voit, on nous ment, on nous dit que le contraire, mais on donne le doigt et on finit par avoir l'ensemble qui disparaît, voire le corps entier. Donc le 8 mai, c'est ça. C'est une date de plus, on nous dit, c'est pas important, ça passera, de toute façon, c'est très lointain. Et je rappelle que Giscard, déjà à l'époque, vous vous rappelez certainement, Giscard rêvait de faire disparaître le 8 mai
parce que le 9 mai était plus important, il souhaitait plus que nous célébrions l'Europe triomphante de la déclaration Schuman que l'armistice du 8 mai en raison du contentieux franco-allemand. Ça en dit longtemps, ça en dit beaucoup sur sa grande relation à l'histoire et à l'effacement de ce qui constitue la mémoire et la douleur, hein, qui fait partie également de l'histoire, précisément. On n'a pas uniquement à l'expier, mais à se rendre compte qu'elle est là et à la travailler. Je veux dire, ça s'appelle l'histoire. Hein, c'est pas très compliqué de le saisir, mais bon, bref. Ensuite, sur le lundi de Pâques. Alors, je disais tout à l'heure en souriant, mais je pense que c'est fondamental. J'avais entendu, me semble-t-il, Philippe de Villiers, lorsque François Bayrou a débarqué à Matignon, Philippe de Villiers tressait, ou dressait plutôt, un portrait ambigu, mais relativement favorable, en tout cas pas trop critique à l'égard de François Bayrou. J'avoue que les bras m'en sont quelque peu tombés. J'étais sceptique, mais admettons, je me dis, il doit le connaître depuis longtemps. Vous savez, c'est le sérail. Moi, j'y connais rien. Je ne fais que travailler et lire. Je veux dire, je n'ai peu de prise là-dessus. Et finalement, l'un des points soulevés par Philippe de Villiers en fin d'émission, c'était que François Bayrou est un chrétien, qu'il aura nécessairement un regard critique sur des questions comme l'euthanasie, la fin de vie, etc., et qu'il sera un homme euh, soucieux, soucieux de la pratique chrétienne et de l'héritage ou des valeurs chrétiennes. C'était sa présentation générale. Alors, sur la fin de vie, il semble que son opinion, effectivement, soit moins tranchée que certains. On ne peut pas dire qu'il soit monté au créneau tous les 4 matins pour réfléchir à la question. Il s'est bien caché, à mon sens, hein. On peut dire qu'il a été franchement très combatif pour défendre une autre lecture que le progressisme ambiant et que la facilité déconcertante avec laquelle nous a vendu, vous savez, l'ère du temps, vous voyez, le progressisme BA qui est un progressisme, c'est ça que je reproche en fait, un progressisme médiocre. S'il était conçu et travaillé, j'ai aucun mal à le croire, à travailler avec, mais il est médiocre. C'est la barbe à papa, vous voyez, ça se mange et ça s'oublie, quoi, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, par-delà ça, sur le lundi de Pâques, que lui envisage, soi-disant pratiquant et soucieux de maintenir encore un héritage, de maintenir une sorte de pratique chrétienne, ça me sidère qu'il envisage de balancer, de jeter aux orties un jour férié qui signifie quand même vous savez, je ne vais pas faire vous êtes certainement plus calé que moi en plus sur la question, mais vous savez, de réussir à jeter une date qui s'inscrit dans le vendredi saint, c'est-à-dire la mort du Christ, l'époque même de la résurrection, je veux dire de la mort et de la résurrection, ça veut dire que vous installez, vous vous mettez en porte-à-faux et vous mettez un coup de canif dans un des week-ends les plus fondamentales, j'aime même pas le mot week-end, mais de fin de semaine, les plus fondamentales de la pratique chrétienne qui subsiste dans un monde qu'on essaye chaque jour de déchristianiser. Pour un homme qui était, semble-t-il, attaché à cela, là encore, je pense que c'est une trahison de plus. Mais vu que moi, personnellement, je n'attendais pas à grand-chose de Bayrou, si ce n'est un homme qui gratte du temps et qui s'arrange avec l'air du temps, je n'attendais pas sincèrement qu'il sorte de chez lui avec l'épée et le bouclier et le glaive pour défendre quoi que ce soit contre l'air du temps. Oui, en tout cas, en plus, il a eu le temps de continuer son mandat de maire de Pau, donc on voit bien à quel point il était impliqué dans la restauration des finances. Je voulais finir, Guilain Benessa, cette interview avec une autre grosse partie, là pour laquelle vous êtes totalement désigné aussi. C'est ces fameuses censures du Conseil constitutionnel. Alors je vais essayer de dresser un historique, vous me reprendrez si je parle sous votre contrôle. Donc il y a 2 lois qui ont été censurées, ou en tout cas fait l'objet de censure partielle. La première étant, non, on a une censure complète, une censure partielle, pardon. Donc la première, c'est celle qui a fait parler, c'est la fameuse loi du plomb, avec ces produits agricoles donc, qui ont été censurés au nom du principe de précaution, et qui donc mettent en danger la compétitivité agricole. Et la seconde, c'est la loi sur l'allongement de la durée de rétention en centre de rétention administrative des étrangers. Donc qui concerne en fait les étrangers. Pour l'instant, à ce jour, ça ne concerne que des gens qui sont condamnés pour des faits de terrorisme. Et cet allongement de la durée de rétention devait passer de 90 à 210 jours et a été donc censuré par le Conseil constitutionnel au nom cette fois-ci, si je ne m'abuse, de l'article 66 de la Constitution qui prévoit que nul ne peut être détenu dans des conditions arbitraires.
alors qu'on parle quand même justement de personnes qui sont pas forcément détenues dans des conditions arbitraires, puisqu'elles ont été condamnées. Voilà, donc c'est encore une fois de la politisation de la justice. Et encore une fois, de plus en plus, le Conseil constitutionnel s'installe non plus comme une sorte de gardien de la Constitution, mais comme un acteur politique à part entière, qui censure la volonté du peuple. Et on voit en tout cas, disons que le principe n'est pas nouveau, mais que ça s'accélère de plus en plus, puisque je crois que ça fait 5 censures depuis quelques mois. On a aussi vu la loi sur le narcotrafic, la loi sur la justice des mineurs. Donc, pareil, là encore, est-ce que vous voyez des moyens d'endiguer cette chose-là? Peut-être, par exemple, je pose une question comme ça, ce serait ne pas nommer Richard Ferrand président du Conseil constitutionnel. Voilà, je dis ça comme ça. Alors, oui, alors quelques remarques sur la décision. Alors, en tant que tel, sur Richard Ferrand, oui, c'est vrai que de nous expliquer, c'était le RN à l'époque, mais pas que, hein, qui nous a expliqué que Richard Ferrand est un moindre mal. Je rappelle qu'il fait suite, il succède à Laurent Fabius dans le genre président du Conseil constitutionnel. On est bien loti tout de même, hein. Je veux dire, on a un vieux mitterrandien comme Fabius qui est passé par. Vous vous rappelez, à l'époque, il était même contre un moment dans sa carrière, Fabius était porter la parka rouge. Vous étiez trop, à mon avis, vous êtes trop jeune pour en souvenir, Voilà, Valentin. du haut de mes 23 ans, je pense pas pouvoir me souvenir de ça. Vous m'avez Alors, parlé de Giscard tout à l'heure, pareil, je devais pas être bien réveillé ce jour-là. il portait la parka rouge Fabius. Vous savez, une parka une parka de randonneur. Vous voyez, l'homme qui va au front, l'homme qui va au carton pour exprimer son nom à la Constitution européenne. Vous voyez, c'était l'homme du nom, quoi. C'était tout d'un coup, c'était la gauche réveillée, la gauche dure, la gauche qui pense son rapport au social. Vous voyez, il nous a fait vivre une petite légende, Laurent Fabius, à l'époque où il jouait la gauche de la gauche lorsqu'il était encore au PS. Bref, tout ça pour dire que cet homme-là, qui nous a tout fait avaler, a fini au Conseil constitutionnel. Nous avons eu ensuite Richard Ferrand. Alors, j'admets que Richard Ferrand, j'ai toujours tendance à croire que c'est encore pire, parce que tout de même, Laurent Fabius, c'est à la fois un roué et un diplômé. Alors, vous me connaissez, là quand même, ça fait longtemps que je le dis, je ne crois pas une seule seconde que le diplôme fasse quoi que ce soit. Je pense même que par les temps qui courent, moins on a de diplôme, mieux ça vaut. Je crois que là, je rencontre bien plus de gens, je veux dire, d'ailleurs, qui me parlent de toxins, pour tout vous dire, ou d'autres choses que je fais, mais que je crois cet été, ça fait un peu. J'ai l'impression de faire le tour de France en disant ça, c'est pas du tout le cas, mais parfois, vous savez, on croise des gens qui vous suivent et ça fait plaisir, et des gens qui en réalité sont des agriculteurs du fin fond de la France, des gens que je croise dans les Vosges pour vous raconter ma vie, et qui me parlent de ça, et qui ont bien plus de bon sens populaire, et d'ailleurs, qui ont bien plus d'idées de réforme que la plupart des diplômés que je croise. Bref, passons. Donc, c'est pas sur le diplôme que ça se joue. Mais Richard Ferrand, tout de même, il a, semble-t-il, un DUG ou une licence entamée de japonais, non, de langue, je ne sais plus si c'était japonais et allemand ou allemand et japonais, je ne sais plus, mais une licence de langue commencée en même temps qu'une espèce de licence de droit. Il n'aurait rien fini du tout des deux choses pour finir au Mutuel de Bretagne à s'arranger avec sa femme, vous savez, dans un imbroglio qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, etc., etc. Et il finit président du Conseil constitutionnel. Donc, dans le genre légitimité naturelle, ça se pose là, quoi. C'est pas trop mal quand même. Tout ça pour dire que j'attendais pas grand-chose de Richard Ferrand, mais qu'il poursuit l'œuvre de son prédécesseur, donc le bien nommé Laurent Fabius, et que tout ça continue comme le petit bonhomme de chemin se poursuit finalement, et que les décisions qui sont tombées sont parfaitement conformes, c'est ça le plus triste, à la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel. C'est bien le problème, c'est que le Conseil fait ce qu'il sait faire de mieux depuis quelques années, c'est-à-dire censurer, détruire le législateur, casser les quelques lois que les Français souhaitent vraiment, en s'abritant derrière des motifs plus fallacieux que les uns les autres, en tout cas plus discutables les uns que les autres. Alors là, sur les deux décisions, je les prends au front, je ne rentre pas trop dans le détail, de toute façon, ce n'est pas l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est pour moi deux points fondamentaux. Premier point, c'est les cris d'orfraie que j'entends depuis 15 jours sur le principe de précaution et sur la charte de l'environnement, puisque le Conseil a détricoté la loi du plomb en s'appuyant notamment sur la charte de l'environnement. Alors là, il faut être tout à fait clair, je veux bien qu'on sorte du bois, façon Laurent Wauquiez. Je veux bien qu'on fasse les matamores du samedi soir façon Retailleau et les autres, en disant, vous vous rendez compte, qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel, il n'est plus à sa place, etc. Alors les enfants, vous avez raison,
Je suis d'accord avec vous, mais le Conseil constitutionnel fait n'importe quoi depuis 1971. Vous l'avez renforcé pièce par pièce à droite et à gauche, parce que quand j'entends Libération ce matin nous dire la droite a renforcé le Conseil durant certaines années et maintenant conteste le Conseil, non, 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 là c'est faux. Giscard a renforcé le Conseil, soigneusement et patiemment en 1974, en 1976, 78. Je ne rentre pas dans le détail. Mitterrand a fait pareil, Chirac a fait pareil, Sarkozy a fait pareil, Hollande a fait pareil, Macron a fait pareil. Donc là, il n'y a rien à sauver. Le Conseil a commis un coup d'État en 71, j'en ai déjà parlé chez vous. Ce coup d'État a été accentué, verrouillé, validé, enregistré, légalisé par tous les politiques passés depuis Giscard. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Donc le Conseil a utilisé la charte de l'environnement parce que nous l'avons, parce que nous, certainement pas moi, parce que Chirac l'a fait constitutionnaliser dans les années 2000, mais cette constitutionnalisation est la digne suite logique de la décision de 71 et de toute une foultitude d'écrits, de profs de droit, de folies écrites, de folies validées durant 50 ans. Première chose. Deuxième chose, vous dites sur la décision sur le maintien des étrangers en situation irrégulière en centre de rétention administrative. Là, alors, vous avez raison, l'article 68 a été évoqué, mais il n'y a pas que ça. Et quand vous lisez la décision, Article elle me semble... 66, non? 66, oui, Oui. j'ai dit autre chose? 68, Oui, on a pardon, dit. oui, certainement pas. L'article 66, pardon, excusez-moi. Alors, je viens au fond comment dire, la décision, c'est que la question fondamentale de cette décision réside dans la façon pour moi dont le juge estime ou non proportionner, et je cite les termes exacts, proportionner le maintien en détention d'un étranger en situation irrégulière jugé dangereux, c'est-à-dire un type qui a été condamné, hein, condamné notamment à viol, crime, etc. On parle pas de, vous voyez, on ne parle pas d'un type sympathique qui a volé une pomme ou d'un gilet jaune, je veux dire, pour parler clair, je veux dire, qui a estimé qu'à un moment, il faut ouvrir sa gueule dans une manif. On ne parle pas de ça. On parle d'un type qui a violé, multi-violé, multirécidiviste, etc. Bref, un type agréable. Donc, on parle donc pour ce maintien en situation de maintien en centre de rétention administrative de juges d'étrangers en situation irrégulière dangereux, très dangereux d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel a sorti la carte de la proportionnalité en estimant que de passer de un peu moins de 100 jours à un peu plus de 200 jours, ce n'est pas proportionné. Et là, ce matin, c'est bien que nous en parlions ensemble, ce jour-là, enfin aujourd'hui, ce 12 août, c'est que il faut un moment se rendre compte que la proportionnalité n'est rien d'autre que la subjectivité. Ça veut dire que toute personne trouve proportionnel ou non certaines choses dans la vie. Vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre. Certains estiment qu'il est proportionné, par exemple, que je dis n'importe quoi, hein, là je parle volontairement d'un sujet qui dépasse ce cadre-là. Quelqu'un peut trouver proportionné, allons dans une belle dictature islamique, on peut considérer proportionné qu'un voleur de chèvre prenne 1 an de tôle ou 3 ans de tôle, ou qu'on lui coupe la main. Vous voyez, on peut estimer que de notre beau pays français, qu'un type qui vole une pomme mérite peut-être un rappel à la loi et que la prochaine fois, on verra. Vous voyez, c'est question de proportionnalité. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand le Conseil fait la proportionnalité, il fait rigoureusement ce que bon lui semble. Et dans ce cas de figure, il va vous inventer toutes les jurisprudences du monde, tous les précédents du monde, toutes les arguties du monde. Sur le fond, c'est une bande de 9 sages non élus, nommés par le pouvoir politique, qui estiment que les choses ou non sont proportionnées. Dans ce cas de figure, ces deux décisions du 7 août, elles ont été rendues, je crois, la semaine dernière, le 7 août, ces deux décisions, me semble-t-il, sont parfaitement révélateurs et représentatifs de ce qui est devenu l'état de droit. C'est-à-dire, d'un côté, l'invocation de normes comme la charte de l'environnement, qui en réalité sont le digne fil d'une très longue histoire de la jurisprudence de 50 ans, qui sont devenues si délirantes que on invoque plein de règles dont on ne comprend plus rien. Ça s'appelle l'état de droit. Et à côté, on a la proportionnalité qui est utilisée par les juges pour en réalité se faire l'exégèse de la loi en lieu et place du législateur, ce qui veut dire qu'au fond, le plus simple, vous savez ce que c'est, il faut être tout à fait honnête, il faudrait que le législateur laisse tomber, que le Parlement ne vote plus de loi et qu'on dise directement au Conseil constitutionnel, écoute, fais la loi toi-même. Il paraît que tu es plus compétent pour à la fois invoquer les textes que tu souhaites et finalement la retoquer au nom de ta libre appréciation de la proportionnalité. Au fond,
Disons clairement aux sages de la rue Montpensier, on vous file le bébé, vous faites la loi, vous délibérez à neuf, vous voyez, et puis c'est réglé. Comme ça, au moins, on aura une démocratie française qui sera officielle, officiellement plus une démocratie, et surtout officiellement, qui fonctionnera officiellement selon le code génétique des nations tel qu'il a tourné. Alors, juste mais peut-être que c'est j'anticipe un peu, mais je voulais répondre en entier à votre question. Vous m'excusez, je suis un peu long, mais sur les antidotes potentiels, vous savez, l'antidote, il n'est pas très compliqué. Je suis désolé de dire ça, je sais que c'est facile à dire. Assis sur mon cul au mois d'août, je veux dire, alors que pour une fois, il fait beau sans faire trop chaud chez moi. J'admets que je n'ai pas la clim, vous voyez, je vis dans une fournaise comme tout le monde, un peu grandissante au fur et à mesure de la journée. Le soir, c'est l'étuve. Bref, tout de même, peut-on faire quelque chose contre ce conseil? Oui, on peut. Oui, on peut et oui, on peut. Premièrement, si on part du principe qu'en 1971, le Conseil constitutionnel a rendu une décision illégale, et je pèse mes mots, je le saisis de plus en plus parce que je ne vous cache pas que je travaille sur ces questions pour de multiples raisons. La décision de 71 est illégale, tout ce qui en découle depuis 71 est illégal. Tout. Alors évidemment, on va me dire, on ne peut pas tout changer en 3 secondes. Certes, mais si vous faites de la pédagogie, si vous expliquez aux gens qu'ils ont le droit de dire que la décision est illégale, qu'ils ont le droit de dire que c'est totalement ubuesque, qu'ils ont le droit de le dire que non, c'est pas un coup de canif dans l'état de droit. Ça veut juste dire rappeler que depuis 50 ans, nous marchons sur la tête. Ça permet premièrement de remettre les cerveaux d'équerre. C'est la première chose. Si on ne fait pas ça, on ne peut rien faire. Deuxièmement, si un président, je l'ai souvent dit, mais je le répète, est élu en 2027 et qu'il est légitime, il doit prendre toutes les décisions qui s'imposent en excluant de tenir compte du Conseil constitutionnel par principe. Si le Conseil le suit, très bien. Si le Conseil ne suit pas, tant pis. C'est-à-dire qu'il faut y aller quand même. Et expliquer sur le fondement de la pédagogie que je viens d'expliquer, que je viens de rappeler, lui dire, bah, écoute, Conseil constitutionnel, ça fait 50 ans que tu marches à l'envers, on va te faire marcher à l'endroit. Et si ça continue à renacler, très simple, faire un référendum. Alors évidemment, le Conseil va nous dire, on n'a pas le droit de faire de référendum sur cette question, mais moi je réponds, et je sais pourquoi, je suis sûr de moi, et la vérité judiciaire, ontologique, hein, pas celle du Conseil constitue. Je parle du général de Gaulle, de Michel Debré, de René Capitan, de Jean Foyer, bref, des gens qui comptaient un peu plus et qui étaient un peu mieux cortiqués, c'est-à-dire nos fondateurs, que Laurent Fabius et Richard Ferrand. Vous en conviendrez aisément. Ou Je vois de qui Jacqueline vous Goudin, parlez, oui. ou tous les autres assis sur leur cul au Conseil constitutionnel. Ces gens-là me soutiendraient aujourd'hui. Si vous le dites, que vous faites un référendum et que vous refusez de plier, vous faites parmi vos 10 questions, moi je pense de plus en plus, il faut faire un référendum avec une dizaine, une quinzaine de questions. Je crois que Bardella en avait parlé très honnêtement, grand bien lui fasse. Je ne parle pas de ça, hein. Je suis en train de réfléchir à un catalogue. Dans ce catalogue-là, je suis désolé, alors dans ce cas-là, sortons l'arme atomique. Dans ce catalogue, demandons aux Français une chose toute simple, êtes-vous pour ou contre la suppression du Conseil constitutionnel? Ne vous inquiétez pas, si on supprime le Conseil constitutionnel, en tout cas si la menace existe, je pense qu'un jour il va se calmer. Et je pense qu'il va se calmer pour une raison aussi, c'est que sur le fond, le Conseil a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il n'a jamais été constitué de vieux supplétifs de la politique qui, lorsqu'ils sentiront le boulet de quelqu'un qui se dressera, ne vous inquiétez pas, il reviendra également à la niche. Mais vu que personne ne le fait, en tout cas au plus haut sommet de l'État, parce que sur le fond, tout le monde se couche un peu, à part quelques opposants qui ne vont pas à la racine du mal, évidemment, il continue parce qu'il a face à lui une meute qui aboie, mais sans aller à la substantifique moelle du problème que nous affrontons. Mais écoutez, merci beaucoup Guilain Benessa. C'est vrai que vous avez soulevé un autre motif d'espoir. C'est que, étant donné que 90% de l'appareil d'État, élu compris, est composé de caniches, eh ben, le jour où le vent tournera, on peut supposer qu'ils tourneront avec nous aussi. Donc je vous remercie, vraiment cet entretien était extrêmement dense, on a pu ne pas forcément entièrement déprimer et trouver des portes de sortie, ce qui est tout à votre honneur. Je rappelle que vous êtes juriste, que vous êtes docteur en droit enseignant à l'université de Non, 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 Strasbourg. Valentin. Alors Ah aujourd'hui, je vous pardon, le dis une dernière fois. Non, 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 c'est pas ça. Je me suis rendu compte que je vous laisse dire cela depuis longtemps. Beaucoup de gens le disent. Je vous en conjure. Dites plutôt, à la limite, ça fait un peu pédant. Je préfère être qualifié de légiste. Vous savez, les légistes, d'accord. c'était des vieux juristes qui servaient une cause. Bon, alors J'essaie de ne légiste. pas être un technicien du droit. Non, mais je dis Non ça. mais vous avez C'est absolument la raison. petite conclusion de la journée. Parce qu'on me le dit souvent, je pense de plus en plus, vous savez, que la race des légistes dont Jean Foyer et Michel Debré faisaient partie, c'était les techniciens du droit au service d'une cause qu'ils estimaient noble. Je pense que le jour où nous aurons à nouveau des légistes et pas des juristes,
nous aurons la France plutôt que l'état de droit. Vous voyez, je crois. Des légistes plutôt que des médecins légistes, on a entendu votre appel. Oui. Et que vous avez eu, donc je rappelle aussi vos 2 derniers livres, Le référendum impossible aux éditions de l'Artilleur, et puis surtout La France, l'UE, les mensonges, on marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot, là encore aux éditions de l'Artilleur, et puis on aura d'autres à venir pour lesquels on vous réinvitera, et on n'attendra surtout pas vos nouvelles publications pour vous réinviter, on vous aura bien avant, on vous aura toute l'année avec nous pour suivre cette actualité politique, et on vous remercie d'être toujours disponible. Chers auditeurs, nous, c'est la fin de cette émission qui a duré plus d'1 heure, je crois, donc on a vraiment été très dense. Voilà, tout ce qu'il fallait savoir sur la rentrée politique. Je vous invite évidemment à aimer cette vidéo, à la partager, à partager nos contenus. Nous avons passé les 420 000 abonnés sur la chaîne aujourd'hui, donc on continue de monter dans l'été, ce qui est toujours très agréable. On sera de retour vraiment le format matinal le 1er septembre, et en attendant, demain, on se retrouve avec Régis de Castelnau, avec qui on parlera de cette nouvelle loi européenne sur la censure qui pourrait permettre l'arrestation de journalistes. Donc voilà, un sujet assez épineux sur lequel on reviendra en profondeur avec Régis de Castelnau. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée et à demain, 18 h.